La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et si vous pensez à être bien diversifié avec un FNB qui suit le S&P 500, détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi investir dans un fonds indiciel qui reproduit la performance du S&P 500, ça peut vous donner l'illusion d'être bien diversifié, mais dans le fond, le rendement de votre portefeuille, il dépend majoritairement de la performance d'une poignée d'entreprises. Et dans l'épisode, je vais justement vous parler de différentes façons d'aller chercher une diversification à l'extérieur des big tech américains. Depuis environ 3 ans, le S&P 500 et le Nasdaq, ils surfent sur un marché haussier, mais comme vous le savez, ce rallye-là, il est principalement alimenté par un seul secteur, qui est le secteur technologique avec le narratif de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les 9 plus grandes entreprises américaines, entre autres Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, elles représentent plus de 38% du S&P 500. Autrement dit, si vous détenez un FNB qui reproduit cet indice-là, il y a plus du tiers de votre rendement qui dépend des géants technologiques. Donc oui, vous avez une exposition à 500 entreprises, mais là-dedans, il y a un 38% qui est sur les big tech et les 490 autres compagnies, elles se partagent les 62% restants. Et le problème avec ça, c'est que présentement, les plus grandes entreprises américaines, elles sont valorisées pour livrer une croissance qui est exceptionnelle pour tous les prochains trimestres qui s'en viennent, c'est-à-dire que leur prix actuel, ça reflète des projections financières qui sont ultra optimistes, donc ça leur laisse aucune marge d'erreur dans le futur. Donc, si demain matin ou dans quelques mois, les investisseurs ils commencent à douter de l'IA ou si les résultats financiers sont en dessous des attentes, le S&P 500 il pourrait rapidement se trouver en phase de correction ou de marché baissier. En fait, le danger, c'est que votre FNB qui peut vous sembler bien diversifié parce qu'il vous expose à 500 compagnies, dans les faits, il peut être tiré à la baisse par seulement une dizaine d'actions spécifiques si jamais elles se mettent à planter. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs pourraient se faire surprendre. Je vous dis ça parce que depuis plusieurs années, investir dans un fonds indiciel qui suit le S&P 500, c'est rendu un no-brainer. C'est ce qu'on entend partout quand quelqu'un se demande où est-ce qu'il devrait placer son argent. Mais en 2025, la réalité avec le S&P 500, c'est qu'il se retrouve avec une concentration historiquement élevée dans les 10 plus grandes entreprises qu'il compose. Et parmi ces 10 actions-là, il y en a 9 qui sont dans le secteur technologique. Et là, comprenez bien que ça touche pas juste ceux qui ont choisi l'investissement indiciel qui sont investis dans le S&P 500. Même moi, en faisant du stock picking, c'est-à-dire en achetant des actions individuelles, je me retrouve avec une très forte concentration dans les big tech. Parmi les plus grosses positions de mon portefeuille, j'ai 9,5% dans Netflix, j'ai 9% dans Microsoft et j'ai un autre 9% dans Meta. En partant, ça donne quasiment 30% de mon portefeuille qui est divisé uniquement sur 3 actions. Et c'est pas juste ça, parce que j'ai aussi 5,5% dans Google, 4,5% dans Apple et un 2% dans Amazon. Ce qui veut dire qu'en tout et partout, je dois avoir environ 40% de mon portefeuille qui est investi dans des entreprises technologiques américaines. Et évidemment, mes pondérations dans ces compagnies-là et mes autres positions, ça fait en sorte que le rendement de mon portefeuille, il diffère quand même de l'indice S&P 500, mais reste que j'ai une très grande exposition au marché US et que si les big tech, elles se mettent à planter, la valeur de mon portefeuille, nécessairement, elle pourrait manger une claque. Donc, la question que je veux répondre aujourd'hui, c'est comment se diversifier davantage en allant chercher une exposition sur d'autres marchés à l'extérieur des États-Unis et sur d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas liés à l'intelligence artificielle. Et une des façons de se diversifier, comme je vous dis, c'est d'aller chercher
au-delà des marchés américains. Il y a le marché canadien, par exemple, qui offre une très bonne exposition au pétrole, au gaz naturel et aux ressources naturelles comme les compagnies minières. Ce sont des secteurs qui n'ont pas de corrélation avec les actions technologiques, sont pas liés avec l'IA et ils ont été négligés au courant des dernières années. Personnellement, moi je mise sur le secteur de l'énergie canadien avec Suncor et Enbridge et comme vous pouvez voir depuis les 6 derniers mois, ça affiche une très bonne performance. Sinon, il y a également les marchés développés comme l'Europe. Donc, de leur côté, les indices européens sont pas mal plus équilibrés du côté sectoriel, donc sont plus diversifiés et les entreprises, ils sont valorisées de manière plus prudente, c'est-à-dire que les multiples, au niveau des multiples des bénéfices, le multiple des ventes, je les considère plus raisonnables que ceux des géants technologiques américains. Et pour terminer sur la diversification géographique, il y a également les marchés émergents qui peuvent être intéressants. Oui, il y a un risque politique plus élevé, mais leur croissance économique est supérieure à celle des pays développés. Et surtout, l'idée, c'est que ces marchés-là ne sont pas du tout corrélés avec ce qui se passe sur le S&P 500 ou le Nasdaq. Donc ça couvre l'angle de se diversifier à l'extérieur des États-Unis, mais la diversification, c'est pas juste d'investir dans différents pays, ça peut être aussi de repérer des secteurs qui ne sont aucunement liés à la technologie. D'ailleurs, durant la course à l'IA des dernières années, certains secteurs d'activité me semblent avoir été délaissés par les investisseurs. Par exemple, il y a le secteur des soins de santé. Il y a certaines compagnies là-dedans qui semblent avoir été mis de côté depuis justement les 2-3 dernières années. De mon côté, je suis déjà actionnaire de Johnson & Johnson, Bristol Myers et Merck & Co., ce qui m'offre déjà une belle exposition à l'industrie pharmaceutique. Par contre, il faut savoir que même si le secteur il peut nous sembler sous-évalué, l'industrie pharmaceutique, ça vient avec ses propres risques, notamment avec l'expiration des brevets au niveau des médicaments et il y a également la réglementation qui peut toucher le secteur pharmaceutique. Sinon, pour ceux qui pensent que le contexte économique nord-américain, donc Canada-US, si vous pensez que l'économie pourrait se dégrader, bien, le secteur de la consommation de base, c'est un autre secteur à considérer. On peut penser à des entreprises comme Costco ou Dollar General qui sont historiquement plus résistantes au ralentissement économique. Au fait, elles peuvent même bénéficier de ces périodes-là parce que c'est là que les consommateurs ils vont commencer à chercher des options plus abordables. Bref, dites-vous que si jamais les géants technologiques se mettent à chuter ou si l'économie des États-Unis devient plus précaire, bien, ces secteurs-là, ils peuvent amortir le choc et garder le rendement de votre portefeuille un peu moins dans le négatif. Et pour ceux qui cherchent une espèce de solution clé en main pour améliorer leur diversification, tout en gardant une exposition au marché américain, la façon la plus simple de le faire, c'est d'opter pour un fonds mondial. Et le premier exemple qui me vient en tête, c'est le fonds VEQT de Vanguard. Et concrètement, VEQT, c'est un FNB qui détient 4 FNB. Donc, en achetant du VEQT, ça vous donne une exposition de 45% au marché US, 30% au marché canadien, 17% au marché développé comme l'Europe et le Japon, et finalement, il y a un autre 7% qui est sur les marchés émergents, ce qui veut dire que en détenant du VEQT, vous gardez une exposition au Big Tech parce qu'il y a quand même un 45% qui est investi sur le marché américain, mais au lieu que les géants technologiques représentent 38% du fonds, comme c'est le cas avec un FNB qui reproduit le S&P 500, bien avec VEQT, votre pondération dans les Big Tech, elle est réduite à seulement 16%. Donc 16% dans une dizaine de titres, c'est un peu plus raisonnable que l'équivalent du tiers de vos placements. Mais honnêtement, il faut que je vous le dise, je suis pas un grand fan de l'approche surdiversifiée des FNB comme VEQT. On parle d'une exposition à plus de 13 000 entreprises à travers le monde. À un moment donné, ça amène une espèce de dilution des gains, c'est-à-dire que si là-dedans, il y a une coupe d'actions qui performe exceptionnellement bien, leur impact sur le rendement global du fonds,
il est dilué par les milliers d'autres qui ont des rendements qui sont soit faibles, nuls ou négatifs. Et gardez en tête que même si vous êtes investi dans 13 000 actions différentes, ça n'élimine pas le risque systématique des marchés boursiers. Autrement dit, rendu là, la diversification, elle devient marginale. Mais malgré tout ça, pour ceux qui favorisent l'investissement passif avec des fonds indiciels, qui ne veulent pas opter pour du stock picking, qui ne veulent pas acheter des actions individuelles, VEQT, ça reste une option viable pour venir vous diversifier à l'extérieur des États-Unis. Et comme je vous dis, ça vous permet quand même de garder une pondération considérable sur le marché américain, mais sans vous rendre dépendant du rendement du secteur technologique. Et finalement, si on se penche du côté de l'analyse technique, donc du côté des graphiques, hier, le S&P 500 et l'indice Nasdaq, ils ont tous les deux clôturé en dessous de leur ligne de tendance haussière et en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours. Et du point de vue technique, tant qu'il y a un momentum haussier, ces niveaux-là, c'est considéré comme des niveaux de support où les indices devraient normalement rebondir à la hausse. Par contre, comme je vous dis, si on regarde aujourd'hui, les indices sont clairement passés en dessous de la moyenne mobile et de la ligne de tendance. Et ça, techniquement, ça annonce le début d'un momentum baissier. En d'autres mots, si on se fie au graphique, ça nous indique que le S&P 500 et le Nasdaq devraient amorcer une phase de correction. Et là, attention, ça ne veut pas dire de tout vendre non plus, là. Ça veut juste dire que les marchés pourraient baisser pendant quelques temps. Et à mon avis, ce qui va vraiment sceller la direction des indices, ça va être les earnings de Nvidia qui vont être dévoilés mercredi soir après la fermeture des marchés. Et si jamais les résultats sont en dessous des attentes, je m'attends à ce que le marché américain se mette à planter. Encore une fois, de mon côté, je ne vais rien vendre de mon portefeuille à long terme. Au contraire, dans ces moments-là, pour moi, c'est le meilleur temps pour commencer à trouver des deals. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un bout, vous savez que je profite souvent des corrections boursières pour grossir les positions de mon portefeuille ou pour aller chercher des nouvelles positions. Et pour conclure, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de vous dire de vous débarrasser de vos actions technologiques ou de vendre votre fonds indiciel qui suit le S&P 500. Je veux simplement mettre de l'avant le fait que les indices américains n'offrent pas une aussi bonne diversification que vous pourriez le penser. Et encore là, c'est pas de dire que c'est une bonne ou mauvaise chose. Même moi, je suis super exposé au secteur technologique. L'idée, en fait, c'est que vous soyez conscient qu'en investissant dans le S&P 500 en 2025, votre rendement, il dépend essentiellement de la performance de Nvidia, Microsoft, Apple et les autres gros noms dans le secteur de la techno. Et si vous le savez, que ça vous convient et que vous êtes encore très confiant vis-à-vis les big tech, tant mieux. Mais sinon, il y a des manières d'améliorer votre diversification, soit en investissant dans les marchés à l'extérieur des États-Unis, soit en misant sur d'autres secteurs d'activité. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.